Interaction, bonjour. Interaction, vous savez ce que c'est maintenant. C'est à la fois un fonds d'investissement, un fonds commun qui est éligible au PEA, donc un fonds investi en valeur européenne, et un fonds qui est géré à travers une émission, son comité de gestion auquel vous pouvez assister. Et vous pouvez aussi participer en posant vos questions. N'hésitez pas à le faire sur le site. Donc j'ai à mes côtés Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour Hubert. Nous sommes deux, au lieu d'être trois habituellement, mais nous allons essayer d'être aussi bons, voire peut-être meilleurs. Donc Thomas, vous êtes le gérant du fonds et je suis celui qui un peu suit la tendance et propose des idées. Nous allons d'ailleurs commencer avec la tendance. Alors, la tendance cette semaine, alors une tendance assez heurtée. On a été voir des points assez bas dans la semaine. On va pouvoir faire tout à l'heure un décompte de l'évolution du CAC 40 sur un certain nombre de mois, en tout cas depuis le début de l'année. Et donc, une très forte correction qui a été suivie d'un assez fort rebond aussi. L'idée, c'est par exemple le fameux indicateur de la volatilité, le fameux VIX, il est passé de 11 à 22 maintenant. Oui, et puis on verra qu'il est passé au rouge aussi dans nos indicateurs à nous, ou à l'orange à tout le moins d'ailleurs, ce qui était intéressant. Alors juste, dans ces périodes-là, ça s'ajuste. Si on regarde sur un mois, si on prend un tout petit peu plus de recul, on a des indices qui sont, pour les indices européens, relativement stables, un peu mieux pour le DAX, un peu moins bien pour le CAC, mais bon, relativement stable. Aujourd'hui, le CAC 40 est en perte depuis le début de l'année, le DAX est en hausse inférieur à son dividende, donc il est en perte s'il était calculé de la même façon que le CAC 40. Qu'est-ce qui a baissé ? Il n'y a que deux choses qui ont baissé depuis un mois, les matières premières et l'énergie. Et qu'est-ce qui a monté ? L'automobile, les technologies, transport et loisirs, donc ce qui est un peu plus dans le cycle. Exactement, avec quelques phénomènes marquants sur des titres dont on reparlera un petit peu plus loin. Mais il y a quand même des vraies tendances sectorielles qui se sont dessinées en fin d'année. C'était assez impressionnant. Oui, il y a une rotation. C'est pas fini. Il y a une vraie rotation et ça c'est intéressant parce qu'on peut gérer. Exactement. Alors, cette semaine, donc, on a eu à la fois l'impact de la Grèce d'abord. Alors on est tous devenus des spécialistes du droit constitutionnel grec. Combien il faut une premier tour. Est-ce qu'on a vraiment peur de la sortie de la Grèce de la zone euro ? Mais on a toujours peur d'un sujet qui a été mal traité, mal adressé dès le début. Donc la Grèce, ça veut dire un risque systémique sur les banques, ça veut dire des positions qu'il faut à nouveau réviser. Est-ce qu'elles ont bien provisionné tout le risque ? 80% du risque, 70% du risque, et on se repose à chaque fois les mêmes questions. Est-ce que le problème a été bien réglé ou pas, ou est-ce qu'on est à nouveau au-devant de grosses difficultés du type de celles qu'on a connues précédemment ? A priori, non. Oui, a priori, ça n'est plus systémique, comme on disait. C'est ennuyeux, mais c'est plus systémique. Exactement. En tous les cas, nous, on n'a pas d'indicateur systémique pour l'instant. En revanche, le gros coup de vent, coup de canon, on ne sait même plus quoi, c'est le pétrole qui a donc cette semaine cassé les $60 le baril. Ça, c'est vraiment un choc. Alors ça, c'est un vrai choc et c'est pas faute d'en parler depuis un bon moment maintenant. Oui, c'est un des thèmes macro qu'on a retenu dans le C'est un des vrais thèmes macro, c'est-à-dire que l'énergie pas chère, ça devient un vrai sujet avec des enjeux géopolitiques majeurs et on sait qu'on n'aime pas ça sur les marchés financiers parce que ça remet en cause des équilibres, avec des enjeux sur la Russie qui est en train de vivre une double crise, l'effondrement du rouble d'un côté, l'effondrement du prix des matières premières de l'autre. Oui, l'indice perd 47% et il est en roubles qui ont perdu 20%. Quoi. C'est la double peine, ça s'appelle oui. Comme ça, et ça force M. Poutine à réagir, comme il l'a fait hier. Et puis ça oblige aussi les Européens à faire quelques signes d'ouverture envers M. Poutine, ce qui me semble c'est plutôt bien. Finalement, l'accélération de la baisse va obliger. Bon, par ailleurs, le pétrole, on le voit plutôt se stabiliser parce qu'il n'y a pas que la Russie. Il y a le Nigeria, il y a l'Algérie, il y a le Venezuela. Il y a quelques enjeux majeurs, effectivement, parce que beaucoup de pays se retrouvent en dessous de leur coût d'extraction au moment où nous parlons, ce qui remet en cause des équilibres locaux. Alors certains ont des réserves pour résister, mais ça remet en cause le tout matière première. L'exemple du Venezuela, on est de la traduction la plus parfaite, c'est-à-dire que je ne vois pas comment ce pays va pouvoir tenir avec un baril à ce niveau-là. Il va falloir réfléchir à une dynamique différente des industries locales et finalement
finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose là, que de diversifier sa mauvaise production? nouvelle, mais bonne nouvelle en revanche pour tout le reste de l'économie. Oui, appel d'air considérable. On parle d'1% de PIB mondial minimum. Oui, ça va très vite. Quelques impacts même pour nous en France, pour vous dire, où une partie de la baisse est quand même absorbée par les taxes, mais malgré tout, c'est une bonne nouvelle. L'INSEE, quand l'INSEE a révisé légèrement à la hausse les estimations de croissance premier et deuxième trimestre, 0,3%, c'est notamment grâce à ça. Notamment, Et au dollar. puisque le pacte de responsabilité n'a pas encore eu le temps de faire Voilà. ses effets, qu'on attend un jour. Mais en tous les cas, voilà un effet concret de ce que nous sommes en train de vivre. Alors, autre événement de la semaine, la Réserve fédérale a tenu sa dernière réunion de l'année. Dans les réunions précédentes, Mme Yellen, sa présidente, avait dit nous sommes dans des taux bas pour une durée considérable. Alors on guettait le terme, c'est il faut être patient avant un début de normalisation. Patient avant un début. Alors ça, il y a beaucoup de dérivés, on va dire. Oui, alors les spin doctors travaillent tous aux éléments de langage de leurs dirigeants. C'est valable pour Mme Yellen, c'est valable pour notre président de la République qui fait très attention à ce qu'il dit également. Il n'y a rien de neuf sur le front, c'est-à-dire que de mon point de vue, on aura probablement une remontée des taux aux États-Unis, probablement pour la fin de l'année 2015, même si on nous prépare, on nous dit que les taux d'intérêt vont être maintenus durablement bas, peut-être, mais ça ne les empêchera pas de monter un petit peu de mon point de vue. Ce qu'on voit, c'est que néanmoins, ça ne se joue pas pour le moment sur le marché obligataire. C'est-à-dire que non, toujours pas. La gestion de la Réserve fédérale, c'est d'essayer de faire monter les taux pour long obligataire pour pas qu'il y ait de catastrophe quand elle agira sur ces taux. Madame Yellen surveille beaucoup les salaires, qui sont un des indicateurs qu'elle attend. Pour l'instant, il y a peu d'indicateurs de hausse marquée des salaires. Il y a d'abord eu l'absorption du chômage. Les chiffres sont plutôt bons. Maintenant, est-ce que le prochain élément, ce sont les salaires? Je pense que dans le même temps, il y aura peu de pression salariale avec la baisse du prix de l'énergie. Oui, ça va redonner du pouvoir d'achat sans qu'il y ait besoin de manifestations importantes de hausse de salaire. Alors, on a effectivement des très bonnes statistiques. Hausse de la production industrielle de 1,1%, c'est beaucoup. General Electric, alors là, on rentre dans les valeurs, qui annonce 10% de hausse de ses profits industriels, pas de ses profits bancaires, l'année prochaine. Donc vraiment, il y a la place pour que ça aille bien en Amérique et qu'on puisse gérer cette hausse des taux, sans en avoir peur. Alors. Les chiffres de General Electric sont extrêmement importants. 10% de croissance quand vous avez l'argent sans risque à 0,5 ou 1%. Oui, c'est considérable. Enfin, un petit peu plus aux États-Unis, mais toujours est-il que c'est 4 ou 5 fois le taux de l'argent sans risque. C'est énorme. En croissance relative, c'est considérable. Donc oui, les Américains semblent être sortis de la crise, et surtout quand des éléments comme General Electric annoncent des chiffres pareils. Alors dernier point, on ne va pas faire le tour du monde en permanence, mais néanmoins, élection japonaise, le gouvernement Abe a été reconduit, la Banque du Japon dit ça ne va pas si mal, donc je n'ai pas besoin d'agir tout de suite, mais j'agirai le moment venu. On voit des investissements, ça aussi, ça va plutôt dans un sens meilleur que ce qu'on craignait. Oui, les Japonais comprennent qu'il faut prendre la place maintenant. Et dans la guerre des devises, notamment celle qui mène vis-à-vis de l'Europe finalement, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Donc ils ont compris que s'ils ne relançaient pas maintenant, dans l'équilibre monétaire mondial qui se joue entre le yuan, le dollar et l'euro, il faut qu'ils aient une place industrielle forte, parce que le yen ne sera plus le rempart qu'ils attendaient, enfin, qu'ils ont utilisé pendant des années. Eh bien nous passons, cela dit, au tableau de bord. Alors, tableau de bord, quand on a préparé ce comité de gestion, vous dites beaucoup de changements, et on va le voir sur la slide, beaucoup de changements et finalement pas mal de résistance, alors qu'on a ça quand même secoué, comme on l'a dit cette semaine. Alors, c'est rien de le dire. On va le regarder avec la slide. C'est rien de le dire, puisque pas moins de 5 indicateurs ont été touchés. Sur 12, c'est beaucoup. Oui. Sur 12, c'est pas souvent quand même. Non, c'est assez rare. En même temps, c'est assez cohérent. Celui du niveau des dispersions des performances, il y a moins de dispersion quand il y a un mouvement global qui se dessine. Donc, il est passé à l'orange. Celui qui est intéressant, c'est l'aversion au risque. L'aversion au risque a baissé, évidemment, avec la baisse des marchés. Les gens sont revenus. Ça devient moins risqué d'acheter. Voilà. Et puis, la stress de volatilité, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on a connu un peu de volatilité, et donc ça s'est bien traduit dans nos indicateurs. La dynamique de momentum des marchés, je la laisse de côté pour l'instant. Celle qui va nous intéresser, c'est la dynamique des corrélations. Alors, on va regarder le graphique et vous allez nous expliquer
ce qu'on entend par dynamique Alors des la corrélations. dynamique des corrélations, c'est la façon dont tous les actifs réagissent suivant qu'ils sont européens ou américains. Pour les deux indicateurs que vous avez sous les yeux, eh bien, ça nous permet de voir si ils réagissent tous de la même façon et finalement si tout baisse en même temps ou tout monte en même temps. Et là, c'est un peu ce qu'on a connu. Donc c'est la traduction concrète du mouvement assez violent qu'on a connu et sur les places américaines et sur les places européennes. On aurait pu faire la même chose sur les places émergentes qui ont souffert de la même façon. Vous appelez ça un élément négatif dans le tableau de bord. Pourquoi c'est négatif? Parce qu'on pourrait se dire, si tout le monde est dans le même sens, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Non, c'est négatif parce qu'il n'y a plus de discernement. C'est pas un mouvement de panique, mais pas loin. Et on Les gens raisonnent plus avec leur trip qu'avec leur tête. Voilà, exactement. Ça manque un peu de rationalité et on retrouve assez vite, comme les autres indicateurs ont finalement changé de couleur, je l'ai dit, mais pas tant que ça. En tous les cas, il n'y a pas d'indicateur systémique qui a bougé, qui était un des premiers indicateurs qu'on a vu tout à l'heure. Dans cette mesure, on pense que c'est plus un mouvement ponctuel qu'un mouvement structurel. Donc, voilà. Il va dans le négatif, il va vers le feu rouge, mais ce n'est pas une catastrophe. Alors, globalement, on va voir. On va passer d'abord par le thème qu'on appelle macro. Alors là, on a retenu le CAC 40. Alors ça paraît curieux de dire qu'on va utiliser l'indicateur pour l'objectif comme indicateur, mais... Alors l'indice CAC 40, vous le voyez, il est mesuré sur le graphique qui vous est présenté à l'écran depuis un peu plus de juin 2014 d'ailleurs, en fait depuis janvier 2013, contrairement à ce que nous avons indiqué sur ce graphique. J'en suis désolé. Vous avez le mouvement de hausse du CAC sur l'ensemble. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la tendance 2013-2014 était vraiment une tendance à la hausse globale avec un peu de volatilité malgré tout, notamment sur la période qu'on avait connue d'août 2013. Oui, juste avant que M. Draghi vienne nous expliquer qu'il sauverait à tout prix l'euro. L'Europe et donc l'euro. Enfin, l'euro et donc l'Europe, oui, plus exactement, voilà. a priori, l'Europe économique à tout le moins. Et puis après, vous retrouvez trois mouvements de baisse quasi symétriques, et c'est plus sur ce phénomène symétrique que j'attire votre attention que sur le mouvement à proprement parler de l'indice. À chaque fois, on a corrigé dans les mêmes proportions et à chaque fois, on a rebondi. Et pour retrouver cette tendance jaune que vous voyez à l'écran, qui est la tendance longue, alors on voit un petit décalage pour la tendance qu'on a appelée parallèle 2013-2014. C'était le mouvement d'avant. On retrouve le même mouvement un petit peu plus bas. Donc on vise tranquillement les 4007, 4008. Donc, voilà. Alors juste oui, pour ce graphique, en fait, M. Draghi a lancé la hausse et puis on est arrivé au mois de juin avec, finalement, il a annoncé ses baisses de taux, ses taux négatifs, etc. Il n'y avait plus rien à gagner, c'était un peu normal qu'on prenne les bénéfices. Exactement. En revanche, ce mois-ci... Ce mois-ci, donc on gagnait 7% sur l'année, on a rebaissé. Ce mois-ci, on regagnait pratiquement 9,7% par rapport au point bas, qu'on voit, le dernier point bas. Ouais. On en a reperdu quelque chose comme 14% et on a rattrapé presque les 3/4 alors qu'il est. Oui, ça va très vite. Ça va très très vite, mais c'est exactement proportionnel à la sensibilité des marchés et au taux d'intérêt, ce qui est normal. Quand vous avez beaucoup de dettes, la moindre menace sur les taux est un problème. Et puis à l'équilibre macroéconomique global, quand vous avez le prix de l'énergie qui s'effondre de 30 ou 40%, ça entraîne un certain nombre de remises en question, d'économies de pays qui étaient des économies qui disposaient de matières premières et dont la Russie, qui est un élément non négligeable aujourd'hui, et ça remet donc en question un équilibre global. Et encore une fois, sur les marchés, quand les équilibres sont mis en question, il faut toujours qu'ils s'ajustent un peu. Forcément en panique. Juste un dernier point sur le graphique. La figure, quand il est en train de se dessiner, est ce qu'on appelle un tête-épaule à l'envers. Et le tête-épaule à l'envers, c'est une figure très haussière. C'est une figure très haussière. Et qui confirme votre petite flèche voilà, jaune. Ce qui confirme, d'après nous, qu'on va retrouver une tendance globale qui est assise sur des éléments économiques plutôt bons. Voilà. Alors, juste une chose, on est revenu au niveau du début de l'année. En juin, on avait buté sur les 4006, sur le CAC 40, donc c'est le prochain objectif, c'est de retrouver ça. C'est de retrouver ça. Est-ce que c'est à la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici 5 séances, peu probable. Est-ce que c'est d'ici à la fin du mois de janvier voilà. On peut avoir un beau début de l'année. Alors justement,
la conclusion de tout ça, c'est Eh oui, la le météo. risque. La météo. Alors, notre météo... Alors que nous dit Seigneur Météo, écoutez, il nous dit que l'indicateur ne bouge pas. On sait, si on avait dû se déplacer vers les plus ou les moins que vous voyez là-haut, on serait allé vers un tout petit peu plus de risque pendant la période qu'on a traversée. On s'est peut-être approché du 4, mais comme je l'ai souvent dit, tant que le risque systémique n'est pas là, l'indicateur 4 a peu de chances d'être touché. Donc on reste dans le 3, c'est-à-dire une gestion relativement proche de celle de l'indice, en évitant des prises de risque, mais une gestion investie. Ah, toujours investi. Les indicateurs 1, 2, 3 nous invitent à rester investis et on voit que finalement, on ne perd pas trop à rester investi sur longue période en tous les cas. On va le voir puisque vous m'avez fait ma transition. Nous passons à la performance. Alors, performance d'interaction, on peut peut-être regarder le slide tout de suite. Interaction fait un petit peu moins bien que son indice de référence. Alors, depuis la création, ce sont les 40. deux indicateurs à gauche. Le CAC progresse de 3,96%, tandis qu'Interaction progresse de 3,33%. Bon, déjà, on gagne. Hein. C'est déjà une bonne chose. Déjà, on gagne. Je pense qu'on est même dans les meilleurs 10% des gérants en ce moment sur ce même type de fonds. Ensuite, sur la semaine, et c'est intéressant, un rebond de 4,37% pour le CAC dividende réinvesti contre Interaction à 3,38 seulement, 1% d'écart. Ça, c'est beaucoup. C'est en fait la première vraie contre-performance depuis les 2 mois. Oui, c'est la première fois. C'est aussi la alors première qu'on a fois eu des chocs, des chocs sur des valeurs. Oui, d'une telle ampleur, non. On n'avait pas été confronté à une telle volatilité pour l'instant, une volatilité proche, mais pas autant. C'est un choc que je considère moi comme normal. La reprise, si on devait descendre dans ce qu'on peut peut-être voir à l'écran également, qui est le portefeuille d'Interaction sur la semaine, on va pouvoir expliquer grosso modo comment ça s'est passé. Vous voyez en tête de liste la meilleure contribution absolue qui s'appelle Total, et comme vous y êtes habitué maintenant, Total, nous en avons 4,39%, là où il y en a 12% dans l'indice, et donc quand elle rebondit aussi violemment que de 5%, ça nous fait perdre en relatif un petit peu. Oui. Et il y en a une qui ne figure pas dans ce palmarès qui est Sanofi. Je vous rappelle qu'on l'avait vendu sur les mauvaises nouvelles. Sanofi a rebondi assez violemment également. Elle pèse lourd dans l'indice, ce qui explique sur les 1% de contre-performance, Total plus Sanofi explique 0,60 de notre sous-performance. Alors la dernière, c'est le Lixor CAC 40, c'est-à-dire l'outil qui retransmet exactement les variations du CAC 40. Voilà, on a eu des souscriptions cette semaine, et lorsqu'on gère les souscriptions, je vous ai dit qu'on devait rester investi. Entre le moment où l'argent est arrivé, il ne s'agit pas de sortir du marché. Entre le moment où on achète et on vend les titres, eh bien, à mesure qu'on achète, qu'on a de l'indice, on le vend progressivement et on achète des titres en face. Et vous voyez quasiment que les pertes du Lixor, de cet indice qu'on a acheté, sont compensées par les titres qu'on a rachetés d'ailleurs pour repositionner et repondérer le portefeuille. Alors on peut juste passer portefeuille d'interaction depuis sa création, juste rapidement pour... Oui, alors ce qui est intéressant, et pour relativiser tous nos propos, je rappelle que nous avons un peu plus de 23 titres en portefeuille au moment où nous parlons. C'est Orange, le bon élève, qui nous amène plus d'1% de contribution. C'est considérable. Le Lixor, on vient d'en parler, nous a amené une contribution négative, ce qui n'est pas... Oui, parce qu'on l'a acheté au moment où ça baissait, et on l'a vendu pour acheter des titres qui ont monté. Donc c'est pas forcément... C'est pas forcément révélateur, mais on a parlé de transparence dans la gestion, donc on indique tout ce qui se passe. Et de temps en temps, il apparaît des pertes qui ne sont pas de pertes réelles. Capgemini est toujours, qui était un de nos thèmes, celui de la technologie, respecte le contrat. Thales également. Bouygues sur les télécoms se comporte remarquablement bien, comme l'a fait Orange. On retrouve un peu plus loin Forestia et Groupe Eurotunnel comme Essilor qui ont... En tous les cas, pour Eurotunnel et Essilor, leur rôle défensif a été payant. Une mauvaise nouvelle dont on a déjà parlé il y a 15 jours, qui était Neopost, sur laquelle on a perdu beaucoup. Une autre qui est Repsol, qui, avec
qui avec effectivement une légère baisse, pénalise un petit peu le fonds au moment où je vous parle. Et puis EADS, comme on en a parlé la semaine dernière, et EADS, qui a été décevant, qui a été qui reste décevant, quelque chose de mais très porteur. encore une fois, il s'agit d'une valeur qu'on détient en portefeuille. Il y a des bonnes nouvelles, les contrats sont là. Voilà. Alors on va passer à la gestion. Allons-y. Alors, on peut peut-être commencer par d'abord regarder les répartitions, poids, potentiel, performance. Donc, comparé avec le CAC 40, ce qu'il y a dans votre portefeuille, dans le portefeuille d'interaction, d'une part, son potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est le potentiel? C'est ce qu'on estime, titre par titre, l'objectif de cours, hein, donc Bien titre sûr. par titre pour nous et pour le CAC 40, et bien sûr la performance. Donc, aujourd'hui, la répartition, elle reste quand même, on est en mode 3, on l'a dit, défensive. On le voit, 29% de défensive contre 36 dans l'indice, c'est donc la première colonne à gauche, dans laquelle vous voyez également que le CAC 40 est investi à hauteur de 99,57%. Ce sont les distributions de dividendes du CAC, y compris celle de Total qui a eu lieu cette semaine. Nous avons des défensives de façon importante dans notre portefeuille. Il y en a encore un peu plus dans l'indice, ce qui justifie dans la reprise quelques difficultés. En valeur technologique, on est largement surpondéré. Sensiblement surpondéré. Oui, on a quasiment 2 fois l'indice, à vrai dire. Là, on joue quand même le cycle. On joue le cycle industriel mondial. Ça, sur nos amis les financières, on est un petit peu sous-pondéré et ça nous a pénalisé parce que les banques espagnoles ont été un peu maltraitées, notamment Santander a été maltraité pendant la période. Sur les biens de consommation cyclique, on reste encore sous-investi. Et en revanche, le semi-cyclique, le semi-cyclique, voilà, on est. Alors, semi-cyclique, par exemple, c'est quelle valeur? Lafarge, par exemple, est considérée comme une semi-cyclique dans notre classement qui pourrait être remis en question par certains internautes ou par d'autres géants. On va regarder l'actualité de toutes nos valeurs. On peut commencer par Lafarge. Lafarge annonce que les cessions à réaliser pour sa fusion avec Holcim se passent très bien, mais oui. ça on s'en doutait, puisque les acheteurs peuvent emprunter à des taux qui sont extrêmement bas. Lafarge bénéficie de la baisse du coût de l'énergie, parce que s'il y a quelque chose qui consomme de l'énergie, c'est bien de brûler des cailloux pour faire du ciment, de manière caricaturale. Exactement. Alors, est-ce que c'est quand même le moment? Parce que c'est une histoire de fusion avec un géant de même taille ou oui, avec Holcim. L'histoire est en train d'être bien écrite. On est dans un timing qui semble parfait parce qu'il y a une reprise, il y a en tous les cas des émergents qui se tiennent bien, beaucoup de construction dans ces zones-là. Et quand vous êtes bien répartis sur la map monde et que vous faites abstraction de l'Europe qui est un petit peu en retard, eh bien, avoir cette répartition géographique aussi optimale, c'est plutôt une bonne chose. Pour nous, ça nous semble vraiment être très intéressant. Les coûts centraux sont en train de diminuer dans des proportions extrêmement importantes. Donc ça amène des économies d'échelle qui étaient promises, mais quand elles sont au rendez-vous, c'est un double effet, c'est une belle surprise. Quelques perturbations à cause des devises. Bon, ça arrive de temps en temps. On ne peut pas gagner tout le temps non plus. Sur Lafarge, quand Lafarge n'était que Lafarge, on avait un peu peur du Proche-Orient. Lafarge plus Holcim, ça lisse. Oui, c'est un conglomérat mondial présent donc dès lors qu'on a un petit peu de croissance. Et ça dépénalise aussi Lafarge de l'aspect financier. Je rappelle qu'elle avait des refinancements en cours auxquels aujourd'hui elle peut faire face sans aucun problème, alors qu'en 2009, on a eu quelques inquiétudes sur le titre. Ces refinancements se font dans des conditions de marché extraordinaires, ce qui donne du levier pour l'avenir à cet ensemble. Rapidement, Lafarge, on en a un peu moins de 3%. On renforce ? On va renforcer. On va probablement rajouter 1%. Donc là, on rentre dans le cycle. Vous pouvez appeler ça semi-cyclique, mais la cimenterie, c'est comme du cycle. Oui, on va rentrer dans le cycle. C'est vrai. Lafarge avait réussi à être un peu semi-cyclique par son contenu technologique, entre guillemets, dans les granulats qu'il pouvait créer. Oui, il y a beaucoup de technologies. De plus en plus. Ça évolue énormément. Alors, actualité de notre portefeuille, Orange. Donc, Orange maintenant est en négociation exclusive pour la vente de son opérateur commun avec Deutsche Telekom en Angleterre. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, d'autant qu'on a beaucoup en portefeuille. On avait pris des bénéfices, je le rappelle, et ça continue de monter. Donc, ça nous permettra d'en reprendre, je l'espère. Oui, voilà une entreprise qui est enfin en marche. Ça a été long. Ça a été long, mais Stéphane Richard a fait des efforts considérables. D'abord,
humain pour remettre, et c'est pas encore terminé. Il est arrivé oui, dans une drôle d'ambiance, avec des suicides, etc. Quoi. Donc, vraiment, avec très dur, épouvantable. Très, très dur. Visiblement, il a su mettre les hommes derrière lui, ce qui est quand même le gage d'une entreprise qui progresse. Et ensuite, il remet en marche les projets, surtout. L'agrégation d'autres entreprises. Bref, on a une vraie dynamique, qui est d'ailleurs propre à tout le secteur, mais qui paye particulièrement sur Orange, en tous les cas. Alors, Vinci rebondit beaucoup cette semaine. Alors, c'est paradoxal, parce qu'on ne peut pas ouvrir une radio sans apprendre qu'ils gagnent trop d'argent sur les autoroutes. Oui, alors, nous, ça nous a posé un problème, parce que le problème du temps de l'économie, de l'analyse financière, ce n'est pas le même que le temps politique. Et comme on a tendance à vouloir chercher absolument des boucs émissaires partout, il fallait aller chercher de l'argent chez des gens dont on imaginait, qui bénéficiaient d'une rente. Bon, très bien, on peut tous se mettre d'accord sur la définition de la rente, mais dès lors qu'il y a une parole qui a été donnée, la hausse des tarifs de l'année dernière, je rappelle qu'elle était quand même essentiellement due à la demande de l'État, qui avait choisi de faire payer par les gens qui roulent une partie des déficits qui existaient à droite à gauche. Donc on ne peut pas jeter la pierre aux autoroutiers comme ça. Et donc on a eu un petit peu peur, et là on gagne 7% sur la semaine, donc voilà, on revient à la normale. On revient à la normale, sachant qu'il y en a une des deux, il y a FH qui a été très pénalisée, qu'on pourra peut-être regarder d'ailleurs. Ce sera probablement un axe de réflexion sur le début de l'année prochaine. En tous les cas, sur Vinci, on est content d'avoir gardé notre position. Toujours actualité de nos valeurs. Accor. Alors, Accor, on l'a rentré récemment, et il fait une belle semaine aussi. Accor a annoncé un accord, justement, avec un Chinois, je vais essayer de ne pas l'écorcher, Watsu, il s'appelle. On l'a acheté parce qu'il y avait un management qui était en train de changer de stratégie, ça confirme finalement. Voilà, quand on fait un pari sur le management expérimenté et des personnes qui font ce qu'ils disent et qui disent d'abord ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent après, c'est intéressant. Sébastien Bazin avait dit qu'il visait aussi de la croissance à l'international. Elle est au rendez-vous. Je rappelle que c'est partir à la conquête de la Chine véritablement, probablement 1 millier d'hôtels supplémentaires à horizon de quelques années. Et en retour, ces Chinois qui pourront avoir accès aux 6 ou 7 000 hôtels du parc avec des principes de fidélisation. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. C'est gagnant-gagnant. Ça me rappelle... Ça nous conforte. Oui, puis ça me conforte aussi dans un autre dossier où les Chinois sont en train de se rapprocher du Club Med. En tous les cas, on dévisait sur le Club Med pour quasiment les mêmes raisons, si on regarde bien. Il s'agit de développer, de faire bénéficier leur population du savoir-faire du Club Med. Voilà des entreprises intéressantes. Les Chinois qui ont remis une enchère ce matin, justement. Allez, 60 centimes de plus. Pour le Club Med. Actualité, rapidement. Renault, on a eu un petit coup de mou avec leur filiale russe qui était à Torvaz. Oui. On s'est dit, est-ce que c'est grave? On l'a eu la même chose sur la Société Générale avec sa banque, etc. Finalement, ça tient le choc. Finalement, ça tient le choc parce que d'abord, ce n'est pas l'essentiel des ventes. C'était une zone de croissance, donc on regarde toujours les zones de croissance. La sanction sur la Société Générale a été bien plus violente, et elle l'est encore. C'est-à-dire que dans une banque, il faut payer, il faut faire un chèque. Il faut payer cash. Là, c'est de l'attente. Là, tout baisse. C'est-à-dire que les salaires baissent aussi, l'énergie baisse aussi. Voilà, donc c'est plus arbitraire. Le projet industriel n'est pas remis en question pour Renault. Voilà, il est touché parce que... Avec Peugeot qui a publié un joli chiffre d'affaires ou chiffre de vente de véhicules. Donc les deux Français, qui étaient quand même les deux outsiders, sont en train de revenir dans la course. Oui, surtout Peugeot, on en avait parlé. On trouve que l'actionnaire risque d'être maltraité, donc pour l'instant, on n'en a pas. Mais là aussi, c'est la Chine. Mais là aussi, c'est la Chine. Voilà. C'est le même un des thèmes macroéconomiques dont nous avions parlé. Alors, un autre thème, cette semaine... Capgemini a une activité, je vais dire, indirecte, puisque Atos, qui est un peu dans le même métier, rachète à Xerox une partie de son activité. Atos avait 7% de son activité aux États-Unis, veut monter à 17% comme ça. L'avantage de Capgemini, c'est qu'on y est déjà. Exactement. Et donc finalement, c'est une bonne nouvelle pour Capgemini. C'est la raison pour laquelle... Par Billard, c'est une bonne nouvelle pour Capgemini. Exactement, et c'est la raison pour laquelle ça soutient aussi le cours de Capgemini. Ça conforte les dirigeants. Ça nous conforte. Là, pareil, on reste. Ah oui. On en a plus de 4%, 4,2%. Oui, on a bien gagné avec et on continue. Et on continue. Donc, il vaut mieux garder ce qui monte. Alors, rapidement, puisque nous sommes à la fin
fin de l'émission. Est-ce qu'on essaye quelque chose? Vous êtes venu avec quelque chose. Pour une fois, c'est pas moi qui vais vous titiller. Je suis venu avec un titre qui reste malgré tout relativement défensif. Voilà. Mais La question, c'était, on avait parlé de l'immobilier il y a 3 semaines, un mois. Vous disiez, c'est peut-être pas le moment. On a du défensif, mais on a du défensif, par exemple, lié à l'énergie, GDF, Suez et EDF. Un jour, un autre défensif, l'immobilier, va nous intéresser. Oui, parce que d'abord, on est conforté dans la baisse des taux d'intérêt. Et si on doit prendre, il y a 3 semaines, le niveau des taux longs et ceux des taux longs aujourd'hui, on constate qu'ils ont continué de baisser. Oui. Donc, on est en taux d'intérêt réel qui reste encore positif au moment où avec une déflation sans doute au premier trimestre en euro en tout cas. Donc, dès lors que vous avez sécurisé des revenus, tout l'argent qui viendra plus tard, ce sera de l'argent qui gagne beaucoup plus. Oui, c'est l'inverse de l'inflation qu'on est en train de connaître. Donc, pour cette raison, c'est un soutien pour nous au titre. Ça évite un risque systémique. Le deuxième, c'est qu'une hausse de 9% des loyers au premier semestre, voilà une entreprise dans un contexte actuel, voilà une entreprise qui est extraordinairement gérée, qui a fait des arbitrages intéressants, Espagne, France, et qui commence, je rappelle que c'est un des premiers groupes européens en matière d'immobilier commercial. C'est quasiment le premier maintenant. C'est le premier en qualité de signature également. Il le prouve, comme vous dites, avec ces 9% de hausse. Ça veut dire qu'il profite de la croissance mondiale et des fameux grands groupes européens qui sont présents dans le monde. Voilà, qui eux sont assez agressifs aujourd'hui pour entretenir leur part de marché, voire même en prendre dans les périodes de crise. C'est l'occasion d'éliminer un certain nombre de concurrents. Donc, ils sont assez agressifs, ces gens, pour s'installer dans les grands centres commerciaux. Et ça bénéficie à plein à Unibail. C'est la raison pour laquelle on rentre Unibail en portefeuille. Il y en a 2 qui sont cotés. On préfère Unibail à Klépierre. Pourquoi? Parce que c'est le leader, que c'est le plus beau Parce qu'il y a une prime au leader, prime aux signatures et prime à la dynamique des loyers, qui est quand même assez impressionnante. Oui, ils annoncent une fois par mois la signature d'une nouvelle location et toujours à des gens qui ont les moyens de les payer. Exactement. Et leur force, c'est d'avoir fait des centres commerciaux de qualité dans lesquels aujourd'hui tous les locataires trouvent, quoi qu'il en soit, ce qu'ils cherchent et en ont pour leur argent, ce qui finalement est probablement un des thèmes aussi à venir pour le client solvable, c'est quelque chose d'assez recherché. Ça n'a pas de prix. On le verra bientôt dans l'immobilier d'habitation. Si vous ne promettez pas à vos locataires des appartements bien entretenus et aux normes, vous n'aurez pas de locataires, vous les aurez 30% plus bas. Voilà. Eh bien, ça sera la conclusion. Donc, cette semaine, nous investissons en renforçant Lafarge et en achetant Unibail. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours parce que les marchés financiers sont assez largement fermés aux alentours de la fête de Noël, une partie de la veille, toujours le lendemain, etc. Donc, la semaine prochaine, votre argent continuera à faire des petits, nous l'espérons, au sein du fonds Interaction, mais nous ne faisons pas de comité de gestion, ce qui ne veut pas dire que s'il se passe des choses absolument dramatiques, il n'y aura pas action, puisque le gérant qui continue de gérer. continue de gérer. Et on vous donne rendez-vous pour une émission exactement dans 15 jours, donc le 2 janvier. Et alors, bonne fête de Noël et bonne fin d'année.